Bienvenue dans le cadre de ce salon en ville qui, vous le savez, maintenant se déplace. Et déjà l'année passée, nous étions venus ici. C'est toujours un plaisir que de se retrouver au HUG. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir David Chavalarias pour son livre Toxic Data, qui est paru aux éditions Flammarion. Donc, après notre discussion avec l'auteur, vous pourrez poser quelques questions. Et ensuite, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez acheter un livre chez nos amis de la librairie Payot et le faire dédicacer. Je vais peut-être vous présenter en deux mots, je dis bien en deux. Vous êtes mathématicien, directeur de recherche au CNRS, mais aussi au Centre d'analyse et de mathématiques sociales, alors de l'EHESS. Ok, pour moi, j'ai des acronymes... Enfin, la France est spécialiste des acronymes. C'est l'école des hautes études en sciences sociales. Ok, mais je suis sûr que c'est très bien. Ainsi qu'à l'Institut des systèmes complexes. Et vous explorez particulièrement la dynamique des idées dans les réseaux sociaux. Et votre livre Toxic Data expose comment les réseaux sociaux manipulent nos opinions et comment les big tech menacent la démocratie. Et peut-être première question, est-ce que vous pouvez redéfinir ce qu'est un réseau social? Moi, quand j'étais jeune, c'était un café, c'était un club de foot, c'était, je sais pas, c'était des endroits où on se retrouvait. Et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on appelle un réseau social? Qu'est-ce que sont les réseaux sociaux? Alors, la définition avant le numérique des réseaux sociaux, c'est tout simplement des gens qui ont des relations récurrentes. Et voilà. Donc maintenant, il y a ces réseaux sociaux numériques où ce sont des plateformes qui vous permettent d'avoir un compte, donc un profil, et à partir de ce compte, vous interagissez, vous créez donc des interactions avec d'autres personnes. Et on appelle ça réseau social parce que le principe donc, de ces plateformes-là, c'est que donc vous avez, sur ce compte-là, vous pouvez y être en tant que juste simple citoyen, vous mettez des photos, ou ça peut même être après des réseaux sociaux de rencontres, etc., des sociaux de rencontres, mais vous créez des liens avec d'autres personnes et vous produisez du contenu. Et le contenu que vous produisez est transmis via cette plateforme numérique aux autres personnes, soit en temps réel, soit décalé, souvent trié. Et donc ça fait un réseau social. Donc c'est une plateforme qui laisse des traces numériques. Qui peuvent être ouvertes ou fermées. Donc par exemple Facebook, la plupart des interactions sont privées. Enfin, vous pouvez être dans votre cercle d'amis pour voir. Sur Twitter, c'est complètement public, n'importe qui peut voir. Mais donc ça fait des plateformes qui regroupent donc jusqu'à, ce qui est on va dire nouveau à l'échelle de l'humanité, c'est que ça va faire des plateformes qui vont regrouper jusqu'à des milliards d'individus. Facebook, c'est 2,8 milliards de personnes, 2 milliards de personnes actives par mois, je crois. C'est le plus grand réseau social. Oui, c'est le plus grand, le plus important. Et une même information au sein de ces réseaux, potentiellement, peut circuler au sein entre toutes ces personnes, et bien sûr sans aucune frontière géographique. L'autre différence, me semble-t-il, c'est que sur ces réseaux peuvent intervenir directement des politiciens, par exemple, ou des commerçants, ce qui avant, évidemment, quand j'étais au café, Donald Trump ne venait pas me taper sur l'épaule pour me dire ce que voter. Alors tout à fait. Alors là, on est sur la différence aussi entre la dimension numérique et la dimension physique. C'est-à-dire que dans la dimension physique, vous avez des contraintes physiques. Donc pour rencontrer quelqu'un, vous allez le voir au café ou sur la place publique. Sur le numérique, vous pouvez vous téléporter dans une discussion au Canada, dans une discussion en Suisse ou en Azerbaïdjan instantanément. Et donc ces réseaux sociaux numériques ont changé la manière dont on fait des groupes sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se connectent, qui ne se seraient pas connectés autrement ou qui auraient eu énormément de difficultés à établir une correspondance soutenue. Et puis, effectivement, ils ont été rapidement investis par des acteurs qui avaient des intérêts de publicité, on va dire. Donc, bien sûr, les entreprises pour leur marketing, mais effectivement, les politiques qui ont trouvé une manière de communiquer directement avec leur électorat, sans passer par les médias traditionnels, la télé, etc., et à peu près à n'importe quel moment. Donald Trump tweetait la nuit et le jour, etc. Donc ça change profondément le rapport entre, non seulement entre les gens, mais même entre des citoyens et des électeurs, des consommateurs et des entreprises, puisqu'il y a cette sorte de relation qui se fait directe, où on a l'impression qu'elle est directe, parce que parfois elle est un peu fabriquée. Donc, c'est encore une fois, si je comprends bien, avant, j'avais un politicien, par exemple, qui voulait faire un discours, il passait par un journaliste ou un journal qui faisait une sorte de filtre et qui ensuite le redonnait. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire ce qu'on a perdu, c'est un filtre
entre les diffuseurs et les auditeurs? Alors, disons que on a à la fois perdu et gagné, mais disons que là où c'est très différent, c'est que effectivement vous avez par exemple un homme politique qui va pouvoir s'adresser directement à ses potentiels électeurs à tout moment, qui va le faire sans contradiction. C'est-à-dire que si vous êtes devant des journalistes, bon, souvent il y a à la fin des questions, ou des journalistes qui peuvent répondre, là on s'adresse directement, dans un langage qui peut être souvent un petit peu dégradé par rapport à ce qu'on pouvait attendre des politiques, avec parfois aussi d'autres médias, c'est-à-dire des images. Un politique avant n'avait pas tellement l'habitude de communiquer avec des courtes vidéos ou des images. Maintenant, voilà, on peut diffuser des images un peu choc ou des choses comme ça. Et puis, il y a aussi une autre dimension à côté de cette interaction, on va dire presque directe, qui est la publicité. Ciblée. C'est-à-dire que les réseaux sociaux sont en général donc des plateformes gratuites. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Et avec quoi vit-elle? Elle vit avec la publicité. Donc ça le permet aux annonceurs, souvent des entreprises, de vendre leurs produits. Mais pour ce qui est des personnalités politiques, il y a aussi beaucoup de publicité en ligne, on pourra y revenir, et qui, là, est une communication assez étrange pour le monde politique, puisque elle va pouvoir éventuellement être complètement ciblée sur une personne, donc, et on va vous envoyer, par exemple, une publicité en disant qu'on va rallonger la durée de la chasse aux chasseurs et aux écologistes, qu'on va au contraire la réduire. Et là, encore une fois, le problème, c'est qu'il n'y aura aucune contradiction possible, puisque la personne qui reçoit cette publicité est la seule quasiment à être devant cette publicité et que personne ne sait qu'on... Donc là, on a une espèce de décohérence du discours aussi qui arrive. Donc là se pose la question de comment se forme une communauté d'intérêt sur Twitter ou sur Facebook. Je sais pas, moi je dois avoir quelques milliers d'amis comme tout le monde sur Facebook, mais j'en connais à peine le 10%. Donc comment j'ai réussi à réunir tous ces gens? Alors, si vous connaissez à peine 10% des gens que vous êtes très exposés, je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes sur un réseau social, en général, donc vous vous connectez à... Les premières personnes auxquelles vous vous connectez, c'est des gens que vous connaissez parce que vous savez qu'ils sont aussi sur le réseau social, vous les cherchez, etc. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, vous pouvez, parce que vous voyez passer des messages, dire telle personne est intéressante, je vais m'abonner pour qu'ensuite je reçoive ces messages. Bon, très bien. Ensuite, il y a toutes les connexions qui sont non sollicitées et que souvent on accepte. La première, c'est bon, il y a beaucoup de gens qui vous essaient de... Alors, par exemple, il faut bien voir qu'il y a une différence entre les réseaux sociaux. Il y en a où les relations sont bidirectionnelles. Par exemple, sur Facebook, vous vous faites ami avec quelqu'un et lui aussi ami avec vous. Donc, vous recevez de ses messages et lui reçoit des messages. Sur Twitter, c'est unidirectionnel, c'est-à-dire que vous vous connectez à quelqu'un pour le suivre et vous allez recevoir ses messages, mais ça ne va pas être dans l'autre sens. Il va falloir qu'il vous suive en retour pour que ça soit bidirectionnel. Mais enfin, en tout cas, vous avez des sollicitations de gens qui vont vous proposer comme amis, etc. Donc vous allez les accepter sans vraiment les connaître, puis vous allez les oublier. Mais ils vont faire partie de votre cercle de réseau social. Et puis il y a aussi le réseau social lui-même qui va vous suggérer des amis. C'est-à-dire que vous êtes dans un environnement numérique, c'est vous le produit, donc le but du réseau, c'est de connaître le maximum de choses sur vous, donc il apprend vos passions, vos autres connexions sociales, etc., pour pouvoir vous placer de la pub, mais il a aussi intérêt à ce que vous soyez très connecté, parce que plus vous allez être connecté, plus vous allez avoir de sollicitations, donc plus vous allez avoir envie d'être sur ce réseau-là, et puis une autre raison dont je vais parler tout à l'heure. Enfin, donc en tout cas, vous avez des suggestions aussi d'amis. Ces suggestions d'amis, elles se font en fonction soit de vos centres d'intérêt, c'est-à-dire qu'on a repéré que vous avez des centres d'intérêt communs avec une personne, soit parce que vous avez des amis en commun. Donc on vous, par exemple, vous dit, vous devriez vous connecter avec machin, vous avez 7 amis en commun. Donc vous vous dites, ok, on va vous connecter. Et donc du coup, ça va créer des groupes. C'est-à-dire que si vous regardez le réseau social d'en haut, ce que vous voyez, donc c'est des individus avec des connexions, hein, et ça s'analyse mathématiquement, et ce que l'on voit, c'est que on a finalement des espèces de groupes sociaux, c'est-à-dire là on les voit vraiment, on a une intuition comme ça de ce que c'est qu'un groupe social, hein, dans la cour d'école, des gens qui se rencontrent souvent, ou des gens qui vont souvent au café ensemble. Là on peut les voir vraiment, ces groupes sociaux, puisqu'il y a des traces numériques, et on peut les voir se former. Et
Donc, ce qui se passe en ligne par rapport à ces groupes sociaux, c'est que la manière dont ils se forment est assez différente de hors ligne. C'est-à-dire que déjà, vous avez des sollicitations algorithmiques, donc vous n'avez pas ça hors ligne. Et puis aussi, vous allez vous connecter à des gens parce que vous voyez leur activité et vous voyez qu'ils ont en gros des valeurs proches de vous, etc. Alors que dans le monde hors ligne, beaucoup de connexions se font. Si vous imaginez regardez vos groupes d'amis, souvent c'est vous étiez dans la même école, ou vous habitiez au même endroit, vous étiez dans la même communauté religieuse, donc vous fréquentiez les mêmes endroits. En ligne, c'est très différent. En général, les amis qu'on se fait en ligne, donc il y a cette trace de monde physique qui arrive, qui en général initialise votre réseau social, mais après il y a tout ce qui se rajoute et qui est une manière de se connecter qui est très différente, donc par soit de la connexion algorithmique, soit parce que vous avez vu les gens qui ressemblent à qui ont des valeurs proches de vous, des instances d'intérêt proches de vous. Ce qui fait qu'on va avoir des groupes sociaux qui vont être plus formés autour de centres d'intérêt, qui vont être aussi transnationaux, ça peut, éventuellement multilingues. Et une des différences, on pourra y revenir, mais c'est que du coup, vous avez moins de connaissances de qui est précisément votre réseau social. Du coup, ce que vous recevez dans votre... souvent, le réseau social est organisé autour d'un fil d'actualité. Alors, peut-être je fais cette parenthèse-là parce que c'est important. C'est-à-dire qu'en ligne, on a tendance à être connecté avec beaucoup de personnes. Les anthropologues vous disent qu'en gros, vous êtes capable de suivre à peu près 150 relations sociales. Ça, c'est Dunbar qui a fait cette étude-là. En gros, vous pouvez avoir 150 amis proches. Et puis, au-delà, ça commence à être compliqué. En ligne, c'est assez fréquent que les gens ont plusieurs centaines d'amis. Ce qu'ils appellent les amis. Par exemple, sur Facebook, la moyenne, c'est 338. Donc, vous ne pouvez pas lire tout ce que produisent ces 338 personnes dans la journée. Donc, pour vous aider, entre guillemets, mais en fait c'est plutôt pour aider les plateformes ont inventé ce qu'ils appellent le fil d'actualité. Fil d'actualité, c'est vous arrivez sur votre page de réseau social et on vous dit machin a publié ça, machin a publié ça, machin a publié ça, et puis vous lisez ce qui arrive plutôt que d'aller voir vos 338 et voir qu'est-ce qu'eux ont dit sur leur page. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce fonctionnement de la relation à autrui, cette manière de communiquer avec les autres, est extrêmement différent de ce qu'on a dans le monde physique. Parce que là, maintenant, vous êtes sur un média où vous lisez des choses parce que d'autres ont écrit. Parfois, des gens, vous les connaissez plus ou moins, mais donc c'est des gens, a priori, qui vous êtes connectés. Mais il y a une sélection qui a été faite. Et cette sélection, parmi les messages de vos 338 personnes amies en moyenne, elle est faite par algorithmiquement. Donc c'est un algorithme qui va dire, en fait, je vais vous montrer ce message-là parce qu'en fait, je pense qu'il est plus intéressant. Et la question, c'est voir qu'est-ce que ça veut dire quoi intéressant pour une plateforme. Comment une plateforme peut décider que ça va être intéressant pour vous. Et donc, c'est là où ça commence à, on va dire, potentiellement partir en vrille. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous lisez et ce que la plupart des gens lisent sur leur fil d'actualité, donc c'est quelque chose de construit. Alors évidemment, vous avez des gens que vous connaissez, et puis d'autres gens que vous connaissez moins, et vous ne savez pas en fait vraiment pourquoi ça arrive à cet endroit-là chez vous. Parmi les 1000 ou 10 000 messages qui sont publiés dans votre entourage chaque jour, vous n'en voyez que quelques dizaines ou quelques centaines. Pourquoi ça arrive là? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces messages-là sont issus donc d'une optimisation algorithmique. Donc Facebook ou Twitter, etc., vont faire une sélection dans les messages de votre entourage de ce que vous allez pouvoir lire. Cette sélection, elle est faite comment? Elle est faite, en fait, encore une fois, vous êtes le produit de la plateforme. Donc l'idée, c'est de vous vendre des publicités intercalées entre ces différents messages. Et donc, on va optimiser votre addiction au réseau et votre, en gros, temps passé sur le réseau. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plateformes, de leur côté, elles font plein d'expérimentations. Elles essayent de trouver, en fait, comment optimiser leur revenu économique, donc comment capter le plus d'audience. Donc, juste pour donner un exemple, ça, c'est les fuites de Facebook, Franz Haugen, qui ont démontré ça. C'est une fuite qui est récente, c'était cet été. Donc, c'est une lanceuse d'alerte qui a travaillé chez Facebook et qui est partie de l'entreprise avec plein de documents sous le bras, de notes internes, qui expliquent en fait comment justement Facebook gère son fil d'actualité. Le fil d'actualité de Facebook,
c'est la source d'information la plus importante de l'humanité, on va dire, parce que c'est 2,8 milliards de personnes qui reçoivent ce contenu sélectionné. Donc, pour vous donner un exemple de comment ça marche, donc avant 2018, Facebook cherchait à optimiser le temps que vous passiez sur cette plateforme. Donc en fait, il mesurait toutes vos interactions, il mesurait les contenus ou sur lesquels vous passiez plus de temps, et puis vous essayez d'en resservir plus de ces contenus-là. À partir de 2018, ils se sont dit, en fait, on va changer, on va optimiser le temps, les interactions que vous avez avec les contenus, c'est-à-dire les likes, la lecture, bien sûr, mais les commentaires, etc. Et puis, ils se sont dit aussi, on va privilégier la géographie. Donc ça, vous êtes Zuckerberg, vous avez 2 milliards de personnes qui interagissent, il faut que vous décidiez comment vous les faites interagir. Et vous pouvez dire, là, je vais privilégier la géographie, c'est-à-dire que je vais mettre un score un peu plus important aux messages qui proviennent d'une géolocalisation proche de la vôtre. Ça a l'air de rien, mais en fait, ça change tout, si vous voulez, parce que vous pouvez décider, en fait, si les gens sont exposés à des messages de l'autre bout du monde ou plus proches de eux. Et par exemple, en France, on a eu les épisodes des Gilets jaunes, où les gens s'organisaient en manifestation au rond-point d'à côté. Et en fait, on pense vraiment que cet épisode-là était amplifié, pas causé, mais vraiment amplifié par le fait que Facebook a changé son algorithme à ce moment-là et donc informé de manière privilégiée les gens en disant « Ah là, à côté, il y a une manif à votre rond-point, là, etc. » Donc, Facebook a fait ces changements en 2018 en favorisant ce qu'ils appelaient l'engagement. Alors, ils ont fait un grand communiqué en disant voilà, on va vous aider, on va vous apporter dans notre souci de vous apporter ce qui vous plaît le plus, maintenant, on va vous donner des contenus avec lesquels vous interagissez beaucoup. En fait, le résultat de ça, c'est 2 choses. La première, c'est que les profits de Facebook ont bondi de plusieurs pourcents. Donc ça, c'est la note interne qui le disent. La deuxième, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'hostilité entre les gens sur la plateforme à partir de ce moment-là. Donc, ils ont observé ça. Donc ça, c'est Frances Haugen qui l'a rapporté. Elle l'a rapporté devant le Sénat américain, devant la commission sénatoriale française. Enfin, elle a fait vraiment le tour des... Et donc, la raison pour laquelle il y a eu cette hostilité, notamment, c'est parce que quand vous optimisez l'engagement, c'est-à-dire le nombre de clics, le nombre de partages, eh bien, d'une certaine manière, vous optimisez donc les contenus qui vont accrocher le regard. Et quels sont les contenus qui accrochent le plus le regard et l'attention? En général, c'est les contenus qui sont polémiques. C'est des contenus qui expriment un danger, une insatisfaction, etc. Ça, c'est connu en psychologie. Et donc, cette chose-là a créé plus d'hostilité en ligne. Donc maintenant, si on revient je sais qu'il y a d'autres questions, mais la question des formations des groupes sociaux, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la manière dont on forme des nouveaux amis, mais des vrais amis, pas des amis Facebook, mais des nouvelles connaissances. Et la manière dont on se forge soi-même son identité dépend beaucoup de ce à quoi vous êtes exposé, de l'information que vous lisez. Si vous prenez quelqu'un et vous lui bourrez le crâne, regardez en Russie, ils ont à la télé uniquement l'information russe comme quoi c'est pas une guerre, mais juste une opération spéciale pour dénazifier l'Ukraine, et beaucoup de gens croient à ça. Donc si vous êtes exposé à des contenus, ça va changer ce que vous pensez. Donc, si vous êtes, ou une partie de la population, parce que tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, mais si vous avez, par exemple en France, en Suisse, ça doit être à peu près pareil, c'est plus de la moitié des personnes qui sont sur Facebook ou sur un réseau social, et qui interagissent plus d'1 heure avec ces réseaux-là. Ça veut dire que plus d'1 heure, vous laissez la main à une plateforme privée de savoir quels sont les contenus que vous allez voir. Donc, quels sont les contenus qui vont vous influencer. Si un jour, cette plateforme privée, elle change le curseur, elle dit, bon, maintenant, je vais mettre un avantage à tous les contenus un peu polémiques, un peu hostilité, enfin qui font chauffer les esprits, parce que c'est ça qui garde les gens en ligne, parce que quand quelqu'un vous insulte, vous voulez revenir pour l'insulter en retour, etc. Eh bien, vous changez complètement les rapports sociaux. Vous changez la manière de percevoir les autres, vous changez la manière de vous intéresser à des nouveaux sujets, et donc au final, vous avez un impact vraiment sur la société. Donc voilà, c'est une réponse un petit peu longue. Mais... Non, passionnante. Non, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est, je vous cite, les interactions virtuelles encouragent la formation de groupes sociaux centrés sur les valeurs,
alors que les interactions hors ligne favorisent la formation de groupes sociaux centrés sur les dimensions socio-démographiques et socio-économiques. Et il me semble que là, il y a une des clés de réflexion, c'est qu'effectivement, sur Facebook, plus je m'énerve, plus je m'indigne, plus j'y reviens. Tout à fait. C'est-à-dire que les deux grandes catégories qui permettent de créer en fait des contacts sociaux, de former des groupes sociaux. En sociologie, on appelle ça l'homophilie, c'est-à-dire le fait de se connecter à des gens qui nous ressemblent un peu. Et alors, en quoi ils nous ressemblent? Il y a des gens qui peuvent nous ressembler par le statut, par exemple le même statut social, qui peuvent nous ressembler par la religion, par l'origine géographique, ou qui peuvent nous ressembler parce que même valeurs humanistes, même valeurs xénophobes, etc. Et donc ça, ce sont deux grandes catégories qui font former les réseaux sociaux hors ligne, juste les groupes d'amis. Hein. Et le premier constat, effectivement, qu'on peut faire, c'est que en ligne, les valeurs. Alors, ce qu'on sait, c'est que hors ligne, les réseaux sociaux se forment en priorité sur des notions de statut. Donc, c'est ce qu'on appelle une homophilie de statut, c'est-à-dire l'endroit où vous avez fait votre éducation, l'endroit où vous travaillez, vos valeurs religieuses, le sexe, les hommes et les femmes, vous regardez autour de vous, les femmes ont plus d'amis femmes, les hommes ont plus d'amis hommes en général. Alors qu'en ligne, la notion valeur est beaucoup plus forte. Ça ne veut pas dire qu'elle devient prédominante, mais on donne un bonus à cette dimension-là, tout simplement parce que quand vous interagissez avec quelqu'un en ligne que vous ne connaissez pas dans le monde physique, c'est très difficile de savoir qui il est vraiment. Beaucoup de gens prennent des pseudonymes, beaucoup de gens disent qu'ils sont hommes alors qu'ils sont femmes ou vice-versa. Des gens peuvent tricher sur leur éducation au niveau ou leur origine géographique, ou même ne pas du tout la mettre. Par contre, voir à quoi ils s'intéressent, il suffit d'aller sur leur profil et voir les messages qu'ils postent. Donc, savoir quelles sont les valeurs qu'ils défendent, ça c'est beaucoup plus facile en ligne. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en ligne, on a cet équilibrage entre sélection d'interaction par des valeurs ou par du statut qui est un peu modifié. Et on peut penser que ça change énormément aussi la manière dont on fait des groupes sociaux. Et aussi, il faut savoir que les valeurs sont beaucoup plus manipulables que les statuts. Et donc, je peux créer, par exemple, plein de faux comptes qui vont faire croire que je suis des comptes, par exemple, d'écologistes. Les gens vont se connecter à ces comptes-là. Et puis, le jour venu, ces comptes-là vont complètement changer. Ils vont lancer un discours politique anti-gouvernement, par exemple, je ne sais pas. Donc ça rend aussi les réseaux sociaux en ligne beaucoup plus manipulables parce que vous connectez avec des gens que vous connaissez, en fait, finalement, assez peu, uniquement par ce qu'ils disent. Et ce que l'on dit, on peut vraiment le contrefaire. Et puis, du jour au lendemain, ça peut être changé. Alors, on pourra peut-être y revenir, mais il y a toutes des stratégies, justement, pour après influencer la formation des groupes sociaux de cette manière-là. Donc, on est d'accord que c'est plutôt l'émotion qui est utilisée sur les réseaux sociaux que la raison. Ou bien est-ce que c'est en résumé un peu trop cavalier? Ça peut être un raccourci, mais disons que la raison reste présente. Hein. On peut échanger et faire des connexions et se mettre ami avec quelqu'un parce qu'on a discuté, etc. Mais il faut bien voir que même ça, le caractère tangible de la réalité de cet intérêt de la personne en face pour, par exemple, je sais pas, le vaccin ou l'anti-vaccin, j'en sais rien, comme on a pu le voir, reste assez faible. La personne peut tout à fait être autrement. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a une autre dimension que j'ai pas vraiment évoquée encore jusqu'à maintenant, c'est le côté entre émotion et raison. Donc je disais tout à l'heure que les politiques aussi commencent à communiquer avec des images. Alors les images, c'est quoi? C'est intéressant les images parce que quand vous voyez une image, par exemple, d'un politique qui veut dénoncer la politique des chefs de gouvernement en disant il lutte pas assez contre l'immigration, à chaque fois qu'il y a un attentat, on fait circuler des images un peu choc en disant regardez où on en est, etc. Et là ça. Et donc ce qu'il faut bien voir, c'est que en ligne, on communique beaucoup plus aussi avec des images et des vidéos qu'hors ligne. Évidemment, hors ligne, on communique assez peu avec des vidéos. Enfin, on peut montrer le portable, mais bon. Voilà. Donc il y a aussi cette idée d'échange de l'image, civilisation de l'image, et là, pour le coup, on fait beaucoup plus appel à l'émotion qu'à la raison. Alors, juste parenthèse, donc pour comprendre ça, il faut savoir que la manière dont on prend des décisions, dont on raisonne dans la vie quotidienne, en gros, suit deux grandes
catégories de circuits neuronaux. Ça, c'est des études en neurologie qui montrent ça, et aussi en psychologie. C'est que vous avez la manière de raisonner qui est une manière rationnelle, c'est-à-dire avec la logique, le langage, où vous enchaînez des arguments, etc. Et puis, vous avez une manière de raisonner qui est une manière plutôt émotionnelle ou, on va dire, implicite. Donc, en psychologie, ils appellent ça système 1 pour le côté émotionnel ou à partir d'intuition, et qui est souvent un raisonnement qui est quasiment instantané, qui agrège de manière... enfin, c'est pas un raisonnement, c'est une décision, qui agrège des perceptions multimodales, le son, la vue. Donc typiquement, par exemple, quand vous conduisez en voiture, hein, vous prenez plein de décisions, tourner à droite, mettre le clignotant, etc., freiner. La plupart, en fait, ne sont quasiment pas conscientes. Vous pouvez discuter avec quelqu'un, une argumentation très précise, puis vous dire « Ah tiens, qu'est-ce que j'ai fait depuis 5 minutes sur l'autoroute ? En fait, vous avez doublé. » Donc tout ça, c'est votre système 1, qui est le système basé sur donc, à la fois le multimodal, mais qui aussi utilise beaucoup l'émotion, qui va piloter. Et puis vous avez le système dit système 2, ça c'est Kahneman et Tversky qui avaient appelé ça comme ça, qui est donc le raisonnement logique, la raison, etc. Donc le système 1, lui, communique, on va dire, avec le système 2 par émotion-intuition. Donc parfois vous rentrez dans une pièce, dans un bâtiment, vous dites ah là je ne sens pas, il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas pourquoi. En fait c'est juste que dans votre vie, vous savez que vous avez intégré que quand il y avait un petit courant d'air, quand il faisait sombre, etc., il y avait potentiellement un danger. Donc, votre corps vous dit, attention, potentiellement danger. Donc, vous avez ces deux systèmes qui sont un petit peu en conflit, et parfois, vous avez envie, par exemple, de très fortement de manger, je sais pas, des plats de bonbons, mais votre système de raisonnement vous dit, non, si tu manges ça, tu vas avoir des caries, tu vas grossir, etc. Donc, il y a un conflit entre ces deux systèmes. Quand on est en ligne, il faut bien voir que donc, le système 1, donc, qui marche plutôt sur le côté émotion ou intégration d'expériences passées, peut être très fortement déclenché et sollicité par justement des images, des vidéos. Et quand, par exemple, en France, on a eu l'épisode des Gilets jaunes, donc des manifestations dans la rue. Dans certaines manifestations, se sont très mal passées. Il y a eu des mains arrachées, des personnes éborgnées. Et donc, ce qu'on a vu, par exemple, pendant la campagne présidentielle, c'est que dans l'entre-deux tours, et un petit peu avant, ces images ont commencé à ressortir pour dire, mais est-ce que vous voulez réélire un président qui a arraché des mains, etc., etc. Et donc, vous bombardez les internautes de ça, et la question, donc, c'est quel effet ça va produire. Donc, l'image en elle-même, elle est factuelle. Ces faits-là ont existé, donc on peut les sortir, c'est pas le fait de les sortir. Mais en fait, la question, c'est qu'on va les sortir, mais sans discussion. À côté, on ne va pas dire, voilà, ça s'est passé, c'est mal, d'accord, mais est-ce que le candidat d'en face, il aurait fait mieux ou moins bien ? Parce que ça c'est sorti, par exemple, dans l'entre-deux tours. Il y avait Macron contre Le Pen, et la question, quand il y a deux candidats, c'est quel est le meilleur, ou même voir quel est le pire, si on n'aime aucun des deux. Et donc ces images-là sont ressorties, et donc en fait le but de ces images notamment c'était de dire bah, vous les voyez avant un vote et ça va vous rendre émotionnellement impossible d'aller voter pour, là en l'occurrence c'était Emmanuel Macron puisqu'il avait été responsable de ces choses-là. Et donc le but c'était de dire bah, on va vous amener soit à vous abstenir, ce que vous allez dire Le Pen non plus, donc voilà, soit à voter pour le candidat concurrent qui était Le Pen. Donc on voit bien que par des images comme ça, et pareil, par exemple, il y a aussi beaucoup d'images qui circulent autour des attentats, donc qui sont utilisées par l'extrême droite pour pousser le côté un peu xénophobe ou dénoncer l'immigration massive qui soi-disant, etc. Donc on voit bien que utiliser ce genre d'image permet de faire une espèce de conditionnement, d'une certaine manière, de l'internaute, donc soit sur le long terme, ce qui veut dire, à force d'avoir vu des associations, les Arabes et les Noirs sont des voleurs parce qu'on voit des vidéos, etc. Bah à la fin, même si au début vous dites non mais ça c'est n'importe quoi, c'est juste un cas particulier, on ne me montre pas le reste, si vous êtes exposé à la fin, vous commencez à former des a priori, ça on peut le démontrer en psychologie. Et puis l'autre phénomène, c'est si juste avant de voter, on vous montre une image horrible d'un des deux candidats, associé à un des deux candidats, ça va diminuer votre probabilité de voter pour ce candidat-là. Et donc, effectivement, en ligne,
il y a une espèce de... Il peut y avoir une instrumentalisation de l'émotion. Et puis aussi, même naturellement, il y a beaucoup plus de messages à caractère émotif, puisque c'est les vidéos et les images qui ont comme ça un côté soit ironique, amusant, soit scandaleux, choquant, circulent très très facilement et donc se diffusent bien différemment du mode hors ligne. J'imagine que vous avez observé ce qui s'est passé durant la pandémie, oui. Et notamment ces grands mouvements. Enfin, j'imagine qu'ici vous avez aussi tous suivi ça de manière intéressée. Comment s'est développé ce qu'on a appelé les anti-vax, comment ont circulé toutes sortes de nouvelles pour arriver à cette idée qu'il y aurait une dictature sanitaire. Oui, alors tout à fait. Alors ça a été vraiment quelque chose qui a été très frappant pendant la pandémie. Alors juste 2 mots des méthodes d'observation qu'on utilise. Donc moi je suis dans un laboratoire du CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique, donc c'est le principal organisme d'État de recherche en France. Et donc laboratoire, institut des systèmes complexes. Ce que l'on fait, c'est qu'on observe les interactions sur les réseaux sociaux, et notamment, on a un gros projet qui analyse le militantisme en ligne sur Twitter. Twitter, pourquoi? Parce que déjà c'est un réseau qui a une assez bonne pénétration en France, c'est une dizaine de millions d'utilisateurs, mais surtout les politiques, qui était ce que l'on voulait observer, utilisent tous Twitter comme canal de communication. Tout le monde relaie pendant une campagne ce qu'il fait, ils ont des équipes qui sont aussi spécialisées dessus parfois. Et donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a monté un dispositif en 2016, et qui est encore actif maintenant, on va suivre à peu près 3000 personnalités politiques sur Twitter, donc les élus de l'Assemblée nationale, du Sénat, les responsables de partis. On va suivre aussi des mots-clés, parce que Twitter vous donne la possibilité de récolter tous les messages qui comportent un certain mot-clé, par exemple élection 2022, etc. Et à partir de ça, on va faire une observation de l'évolution des groupes sociopolitiques. Alors, quand je dis observation, juste on pourrait montrer des images, mais pour vous donner une image mentale, donc, chaque jour, on recueille entre 500 000 et 2 millions de messages politiques, tous des messages politiques. Ces messages, en gros, c'est quoi? C'est soit une personne qui dit quelque chose d'original, soit quelqu'un qui relaie ce qu'a dit une autre personne. Donc, en analysant toutes les interactions entre les personnes, des gens qui se relaient les uns les autres, ce que l'on arrive à avoir, c'est ce qu'on appelle un graphe, c'est-à-dire un objet mathématique où vous avez des nœuds qui sont des personnes, donc des comptes Twitter, et des liens entre ces nœuds qui sont le nombre de messages dont le poids et le nombre de messages qui sont échangés dans la journée, dans le mois ou dans l'année. Quand on fait ça, donc on a la capacité, et ça vous le trouverez dans le livre, dans le cahier central, là, il y a pas mal d'images, je vous en montre une de loin comme ça, c'est juste pour vous donner une idée. Donc ça donne des images comme ça. Donc là, vous avez plein de petits points sur un fond noir. Chaque petit point, c'est un compte. Sur une image comme ça, vous avez 100, 200 000 personnes parfois. Et en fait, quand on regarde, on fait ces images, ce que l'on voit, c'est qu'on crée une géographie de l'espace politique, une géographie du débat. Et vous avez des zones. Donc là, ça va être la zone de la droite, là de la gauche, de l'extrême gauche, etc. Et on fait ça jour par jour, quotidiennement, depuis 5 ans. Donc on a vu depuis 5 ans l'évolution du paysage politique et des communautés de militantisme, d'opinion à des fins politiques. Et donc, pour revenir à la question anti-vax, on a vu effectivement émerger le débat anti-vax en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est la temporalité de cette chose-là. C'est-à-dire qu'en France, et comme dans tous les pays, il y a toujours des gens qui sont anti-vax, comme il y a toujours des gens qui sont sur n'importe quelle opinion, il y a des pour et des contre. En France, les statistiques, c'était autour de 5% d'anti-vax, de gens qui ne voulaient pas se vacciner pour une raison ou une autre. Bon, ça c'est leur droit, c'est leur opinion. Ce qui s'est passé, c'est que pendant la pandémie, donc après quelques rebondissements, on est monté à autour de 17% de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner. Alors le problème, vous êtes très bien placé pour le savoir, c'est que 5% vous pouvez gérer au niveau de l'hôpital, 17% les hôpitaux sont débordés. Donc ça a posé un vrai problème en France, ça a posé le confinement, effectivement, etc. Comment on en est arrivé là? Nous, ce qu'on a observé, c'est qu'en fait, il y a effectivement des personnalités politiques qui ont récupéré
le thème anti-vax pour acquérir de la visibilité politique et aussi très probablement donc des entités étrangères, pour la nommer la Russie et probablement d'autres, hein, qui ont utilisé aussi ce thème-là pour créer de la zizanie dans les pays. Alors, comment on l'a observé? Notamment ce que nous avons observé en France, c'est que le 9 novembre 2020, au Royaume-Uni, on annonce qu'on a trouvé un vaccin, le Pfizer, efficace à 80%. Eh bien, cette semaine-là, dans la semaine de cette annonce-là, un acteur politique qui s'appelle Florian Philippot, mais qui est donc extrême droite en France, c'était le bras droit de Marine Le Pen, hein, qui est leader de l'extrême droite, commence à faire une campagne en disant voilà, on va vous obliger à vous faire vacciner, etc. Et il fait une campagne entièrement sur le thème anti-vax. Il se propose en héros des anti-vax en disant je vais vous défendre, dictature sanitaire, etc. Et donc il a utilisé, donc c'est vraiment c'était dans la semaine où on a appris qu'il allait enfin pouvoir y avoir de la vaccination. On a vu émerger sur Twitter une communauté énorme qui est devenue avec le temps la principale communauté, donc quand je dis communauté, c'est-à-dire groupe de comptes qui relaient des informations à peu près homogènes et qu'on observe donc dans ces cartes, qui est devenue avec le temps la principale communauté dans notre espace politique, quasiment, donc régulièrement était la première en nombre. Hein. Et cette communauté-là, elle avait des propriétés numériques très atypiques et très liées à ce dont on vient de parler. C'est-à-dire que quand vous regardez les messages qui circulaient, donc c'était des messages anti-vax, mais c'était pas je ne vais pas me vacciner parce que je suis allergique à tel produit, c'était c'est la dictature sanitaire, ça va vous rendre infertile, c'est de la manipulation génétique, il y a de la 5G. Il y a des gens qui étaient persuadés que dans le vaccin, il y avait des puces 5G qui étaient activées entre 2h et 5h du matin pour vous influencer. Bon, moi, je connais des gens comme ça, des gens proches, c'est pas des gens non éduqués. Bon, et donc, quand vous regardez les messages qui circulaient dans cette communauté en ligne, ce qu'on appelle une chambre d'écho, parce qu'en fait, ce sont des gens qui sont très connectés entre eux et très peu connectés avec le reste. Donc, à force de faire des recommandations d'amis, à force de cliquer sur un message anti-vax ou deux, Facebook ou Twitter vous dit « Ah, vous devriez vous connecter avec machin », à la fin, ça vous fait des gens qui sont tous connectés entre eux et très peu avec l'extérieur. Donc, en fait, un message qui circule dans ce qu'on appelle une chambre d'écho va circuler en boucle, comme ça, parce qu'il va être relayé, etc., mais il va rarement sortir, et surtout, rarement un message extérieur va rentrer. Et si jamais un message extérieur rentre, en général, il est pilonné, c'est-à-dire c'est de fausses informations, etc., etc. Donc en fait, ça fait des communautés politiques ou même d'opinion, là, en l'occurrence, qui fonctionnent en vase clos. Et donc ce qui s'est passé donc, avec le thème anti-vax, c'est qu'il y a ce genre de communautés très fortes qui sont formées sur Twitter, aussi sur Facebook, avec un agenda politique en fait caché, c'est-à-dire qu'il y avait des leaders qui poussaient de l'information régulièrement, hein, et qui souvent reprenaient d'ailleurs directement de l'information du Kremlin, qu'on voyait sur Sputnik, RT, etc., et qui ont formé une communauté au nom de la liberté. Donc il y a le thème de la liberté qui est ressorti très fortement, c'était genre on est libre, c'est notre corps, etc., avec aucune réflexion sur ce que ça fait la dimension collective, individuelle, etc., et qui utilisait principalement justement des messages choc, hein, genre par exemple un bébé qui est multiplié ou qui a des... j'en sais rien, enfin, il y a eu aussi le thème de on va vacciner vos enfants, on va les transformer, bon. Mais le problème, c'est pas tellement de discuter de la question de la vaccination, c'est la manière dont c'était discuté, c'est-à-dire sans aucune critique, sans aucune remise en cause, sans aucun fondement scientifique, souvent. Et effectivement, ça a complètement perturbé le système hospitalier français, et certainement dans d'autres pays c'est la même chose, parce que donc on est passé de 5% à 17% de gens qui commençaient à douter, qui commençaient à dire finalement, comme le mot d'ordre par exemple c'était on n'a aucun recul, comme on n'a aucun recul on va peut-être attendre 4-5 mois que les autres qui se sont fait vacciner, voilà, mais sauf qu'en attendant les gens étaient contaminés, donc ça a inondé les hôpitaux. Et alors ce qui est intéressant, parce que ce phénomène effectivement a eu lieu,
Mais par exemple, Florian Philippot ne s'est même pas présenté aux élections présidentielles. Et puis le vainqueur de ces élections, c'est Emmanuel Macron qui, lui, a mené la politique sanitaire de la France. Donc est-ce que ces chambres d'écho qui augmentent tout à coup, qui se forment sur des émotions fortes comme les vaccins sont dangereux pour nous, est-ce que le soufflet retombe pas presque aussi vite qu'il est monté? Parce qu'aujourd'hui... Alors, c'est une bonne question. En fait, je pense... C'est vrai que sur Twitter et sur les réseaux sociaux, les choses passent et trépassent, on va dire, assez rapidement. Mais il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que je regarde dans un autre pays, je prends les États-Unis. Regardez où sont les États-Unis maintenant. Ils ont quand même eu 80 millions de personnes qui étaient convaincues que leur élection a été volée, des dizaines de milliers qui sont allés prendre le Capitole, et plus d'un an après, plus d'un tiers des Américains sont encore convaincus que leur élection a été volée. Et Trump est en train de faire son comeback alors qu'il a essayé de renverser l'élection. Tout ça parce que, enfin, c'est pas la cause unique, mais entre autres, avec tout ce phénomène de réseaux sociaux, de chambres d'écho, de rumeurs qui partent, et notamment, par exemple, la manière dont les républicains ont reconquéri une partie des États américains. C'était avec des campagnes de réseaux sociaux. Donc, par exemple, il y a une grande campagne sur le thème on endoctrine vos enfants à l'école en leur enseignant la théorie critique de la race. Et donc, il faut les défaire et faire gagner les républicains. Alors qu'en fait, cette théorie-là a été enseignée uniquement à l'université. Bon, bref. Donc, en France, par exemple, c'est vrai qu'au final, Macron a gagné. Mais si on regarde la progression, déjà, il a gagné contre une Marine Le Pen qui maintenant a fait plus de 40%. C'est-à-dire que si on regarde la projection du score de Marine Le Pen au second tour entre 2002, 2017 et 2022... Elle va finir par gagner un jour. En fait, si on prolonge la courbe telle qu'elle est maintenant, dans 5 ans, elle gagne. Il y a plein de choses qui vont se passer, ce ne sera pas comme ça, mais juste une progression constante. Donc, ensuite, est-ce que ça a été par rapport à cet anti-vax? En fait, cette chambre d'écho anti-vax, nous on l'a vu à l'approche du deuxième tour et puis à l'approche du premier tour et dans l'entre-deux tours. Effectivement, Florian Philippot, lui, ne s'est pas présenté. Il n'a pas réussi à avoir ses signatures, en fait. De toute façon, si vous regardez cet homme politique en termes de carrière, c'est un déclin total. C'est-à-dire depuis 10 ans, il ne fait que de perdre ses mandats. Bon. Avant de devenir populaire en ligne, il avait une visibilité nulle. Donc en fait, il a réussi à se refaire une santé en termes de visibilité en ligne. Il arrive quand même à lancer des pétitions qui ont 1 million de signatures, donc contre le pass sanitaire, etc. Et en fait, je crois que son but, même si évidemment il ne dirait pas non à un mandat, mais son but c'était surtout de déstabiliser en gros la politique en place, mais pas forcément de Macron, la politique modérée, on va dire, que ce soit de droite ou de gauche, et de renforcer donc les extrêmes, en plus de se faire une visibilité. Et si on regarde le bilan de tout ça, c'est quand même que donc au deuxième tour de l'élection présidentielle, donc une Marine Le Pen qui fait 40%, une extrême droite qui au premier tour fait aussi plus de 30%, parce qu'entre Le Pen, Zemmour et les autres, c'est devenu une des principales formations. Donc on n'est pas du tout dans l'épiphénomène qui passe. Okay. Et si on regarde, peut-être je ne sais pas comment ça s'est passé en Suisse, mais en France, mon analyse, c'est qu'il y a une sorte de division du travail qui s'est formée à l'extrême droite. C'est-à-dire qu'avant, il y avait l'extrême droite, Le Pen, c'était le démon, et dès qu'en 2002, par exemple, quand elle est passée au premier tour, qui a été donc au second tour, il y a eu le Front républicain. Elle a fait, Jacques Chirac qui était contre elle, a fait 82% contre Le Pen, contre son père, fait 82%. Là, ils ont changé une stratégie qui s'appelle la dédiabolisation. Donc Marine Le Pen, elle a fait passer ces derniers mois à prendre des photos avec des chats, à prendre des photos tout sourire. D'ailleurs, sa communauté en ligne s'est complètement réduite parce que comme elle avait un contenu qui était moins polémique, elle a perdu 90% quasiment de ses militants. Mais elle était bien implantée sur le territoire. Donc elle a fait le côté bon flic. Après, en face, il y a eu Zemmour qui est apparu,
qui en 6 mois a quand même réussi à faire 7% à l'élection, hein, il a quand même réussi à avoir ses parrainages, à faire 7%, alors que les principaux candidats historiques en France, qui sont le Parti Socialiste et LR, ont fait 1,8 et 4,7%, et ils n'ont pas été financés. Donc en fait, les candidats financés qui ont remboursé leurs frais de campagne, hein, c'est Le Pen, Zemmour, Mélenchon, qui est à gauche, plus extrême à gauche, et puis Macron. Donc Zemmour a fait le rôle du mauvais flic, et puis il y a eu Florian Philippot, qui est aussi extrême droite, parce qu'il a appelé à voter Le Pen dans l'entre-deux tours. Hein. Il a fait toute sa campagne sur je suis anti-vax, etc. Et puis entre-deux tours, il a dit maintenant, là, faut être un peu sérieux, on ne va pas voter Macron, il faut voter Le Pen. Donc il a vraiment un peu. Et donc lui, il avait le rôle de dénigrement du système en place. Et ça fait un tripole qui est assez redoutable, parce qu'en gros, vous avez une personne qui la joue gentille sans prendre de risques, une autre personne qui diffuse les idées. Donc ça c'est Zemmour, et la troisième qui dit le système, vous ne pouvez pas cautionner ce système, il faut l'abattre. Et ça, a priori, là ça a marché au sens où ils ont quand même réussi à avoir 40%. Ils n'ont pas été élus, heureusement, mais enfin... Ok, arrivé là, est-ce que quelqu'un dans la salle a une question à poser à David Chaval-Arias? Oui, alors on va vous apporter un micro, je crois qu'il est là-haut. Alors, j'ai une question pour vous sur le CNRS, en fait, d'une manière générale. Laurent Mukieli, a été une des voix les plus entendues, un peu malheureusement, de cette organisation. À quel point est-ce que ça vous a perturbé, vous, d'avoir un collègue assez anti-vax, qui parle en tout cas de dictature sanitaire? À quel point ça a pu perturber le travail aussi de communication scientifique du CNRS et la crédibilité aussi? Et comment est-ce que vous positionnerez sur cette personne? Alors, si vous voulez, je ne sais pas comment vous l'avez perçu de Suisse, mais en France, les choses ont été très claires. C'est-à-dire que dès ses premières prises de position, le CNRS l'a réprimandé et a dit ce chercheur parle en tant que citoyen, il ne parle pas au nom du CNRS. Et ils ont fait un communiqué et lui ont signifié qu'il ne s'exprime pas en tant que CNRS. En France, les personnes les plus entendues sur le thème de la vaccination n'étaient pas Laurent Mukieli, sauf dans certaines sous-groupes, comme par exemple cette chambre d'écho, là, autour de l'antivax, où là, effectivement, c'était un référent. Et en fait, donc, au niveau de si vous voulez, la crédibilité du CNRS, il y a eu un message clair de l'institution qui a dit nous, on a plein d'autres chercheurs, et les chercheurs les plus visibles au CNRS ou INSERM, etc., n'étaient pas Laurent Mukieli au niveau national. Par contre, effectivement, je pense que sa prise de position a eu une certaine importance pour consolider ces chambres d'écho anti-vax. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, que ce soit anti-vax ou n'importe quel autre thème, hein, il y a tout de suite une appétence pour dire « Ah, on a des scientifiques de notre côté ». Pareil pour le climat. C'est-à-dire que dès que vous avez un scientifique qui dit « En fait, non, le climat, c'est un canular », même si vous avez 1000 scientifiques en face, les gens qui sont climato-sceptiques, ils vont dire « Bah, vous voyez, il n'y a pas de consensus ». Donc là, il y a un peu l'utilisation de sophisme. Si on va prendre un exemple, on va dire « Regardez, essayer de montrer que en fait, c'est une personne qui a eu, même avant, il y a aussi... d'autres cas où on dit il a eu plein de prix, etc. C'est un scientifique prestigieux, donc vous voyez bien que ce qu'on dit, c'est pas n'importe quoi. Donc, et ça, c'est une manière générale, tous les groupes un petit peu complotistes jouent sur le côté probabilité. C'est-à-dire, ils négligent complètement l'effet statistique, enfin l'effet de masse, en disant un cas suffit pour dire qu'on a raison, alors qu'en fait non, même dans la science, parfois il y a des batailles, souvent on regarde du côté du consensus. Ça arrive que le côté du consensus ait tort, c'est arrivé dans l'histoire, mais c'est quand même assez rare, et en général on peut quand même se fier au consensus. Et donc effectivement là, la position de ce chercheur-là a... peut-être un peu porté préjudice au CNRS, mais pas tant que ça, parce que tout de suite l'institution c'est bien débarqué, mais par contre a vraiment aidé à consolider ces chambres d'écho anti-vax en introduisant le doute. Hein. Le doute,
est un des 5 facteurs utilisés par les gens qui essaient de faire de la désorganisation sociale, parce qu'une fois que vous commencez à douter, même voilà, vous n'êtes pas sûr, vous allez attendre pour le vaccin, vous dites oui, lui il a des arguments, il est scientifique, donc ils doivent s'y connaître un petit peu, donc pour peu que ces arguments tournent un peu en boucle, vous allez dire bon, on va peut-être attendre. Donc effectivement, il a pu avoir un rôle pour la stabilisation de cette chambre d'écho. Maintenant, au niveau national, son influence a été assez faible en fait. Une autre question? Bonjour, merci pour la qualité de cette conférence. J'avais une question, je suis médecin réanimateur. On a vu pendant la pandémie des proches de patients qui étaient intubés, ventilés, à nous soutenir que de Parlez un peu plus dans le micro. Que de toute façon, les manières qu'on avait de soigner les patients n'étaient pas correctes, que l'oxygène qu'on leur fournissait détruisait leurs poumons, etc., qui nous conseillaient le zinc, parfois les remèdes du bon professeur Raoult. Et j'avais une question sur la facilité avec laquelle les fake news se diffusent et les manières de les contrôler. Est-ce que, à votre avis, ça doit passer par une politique interne aux réseaux sociaux, par les fameuses chartes qu'ils utilisent? Est-ce qu'il doit y avoir une contrainte externe, gouvernementale, qui irait de l'obligation de mettre des petits bandeaux d'informations reliant vers les sociétés internationales de consensus, ou est-ce que ça doit passer par, comme certains l'évoquent aux États-Unis, des lois antitrust visant partiellement à démanteler ces réseaux sociaux parce que leur influence commence à devenir problématique? Merci. Alors, merci pour cette question. Donc, il faut distinguer la question fake news, donc vraiment, par exemple, typiquement, l'hydroxychloroquine plus du zinc et un jus de citron, ça marche très bien, ou si vous mettez un peu de javel, c'est super, d'un truc qui est plus général, qui est la manipulation d'opinion, avec éventuellement des choses qui sont ni vraies ni fausses, mais d'opinion. Bon, c'est différent. Je pense que les lois antitrust deviennent nécessaires quand on est dans la seconde catégorie. Pour les fake news, je pense qu'on peut éventuellement les régler en collaboration avec les plateformes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les fake news strictes, vu que vous êtes dans un espace privé, la plateforme, si vous n'avez pas de collaboration avec la plateforme, ça ne peut pas marcher. Donc, soit vous imposez ça, soit vous interdisez la plateforme de faire. Mais d'une certaine manière, si on veut lutter contre les fake news, il faut qu'on puisse garantir que la plateforme va vraiment s'impliquer. Alors, après, il y a toujours la question de savoir qui va décider que telle news est vraie ou fausse. Et c'est très délicat. Alors, c'est très délicat parce que il peut y avoir une contre-réaction de la population. Si vous dites, par exemple, je ne sais pas moi, c'est l'Ukraine n'a pas de laboratoire biologique et c'est pas pour ça que la Russie envahit l'Ukraine. Vous pouvez avoir tout un ensemble de gens qui disent « Mais non, mais en fait, vous êtes manipulés par les États-Unis. D'ailleurs, vous voyez dans telle publication, ils ont dit qu'ils avaient des laboratoires biologiques, donc c'est forcément militaire, etc. » Et ils vont vous dire « Mais qui es-tu, toi, pour me dire que je dois penser ça ?» Et ça cristallise encore plus le débat. Donc, il y a différents types donc, du coup, de fake news. Dans le cadre médical, on a peut-être, on va dire, l'avantage qu'il y a quand même des spécialistes reconnus du médical, il y a des médecins qui normalement devraient être la référence. Et donc, la question c'est de voir dans quelle mesure on peut avoir une collaboration entre les plateformes et le corps médical pour que eux puissent dire actuellement dans l'état des connaissances scientifiques, ce produit-là ne peut pas être utilisé, etc. Et aux plateformes, après, d'essayer de supprimer les contenus ou d'indiquer en dessous d'un contenu, comme ils le font parfois, attention, ça c'est un contenu douteux. Donc là, il y a un rôle des plateformes à faire. Il faut arriver à l'encadrer de manière légale, parce que sinon après c'est leur bon vouloir, et le bon vouloir parfois ça va pas très loin. Après pour l'autre question qui est plus générale de manipulation, là ça devient encore plus compliqué et presque plus grave. Et juste pour ajouter sur cette chose-là, je pense que ce qui est important pour quel que soit le type d'information, et c'est ce que je défends aussi dans le livre, c'est d'arriver à montrer en fait quel est le paysage des opinions. Parce que, par exemple, vous avez les pro-Raoult en France, eux, ils étaient convaincus que tout le monde était, qu'il avait raison et que tout le monde était pour ces solutions et qu'il n'y avait qu'une minorité qui était l'élite et qui disait que le contraire.
Mais en fait, si on arrive à donner un point de vue global, ce qu'on fait avec ce qu'on appelle les macroscopes, c'est-à-dire d'arriver à montrer que non, il n'y a que 10% de la population qui sont convaincus que la Javel ça marche bien, ou 5%, ça leur permet eux-mêmes de relativiser. C'est-à-dire, au-delà de dire quoi penser, ce qui est important, c'est d'aider les gens à penser, donner les éléments pour mieux penser. Donc ça passe par de l'information médicale, dire voilà comment marche le vaccin, voilà comment marche le système immunitaire, etc. Et aussi par des informations en gros de géographie de l'opinion, de dire voilà, vous pensez ça, mais comprenez bien qu'il n'y a que 5% qui pensent ça, et que de l'autre côté, c'est là où il y a tous les spécialistes, et là où les gens sont soignés. Enfin, voilà. Ou même, quand on a commencé à mettre faire afficher les courbes de nombre de personnes en réanimation vaccinées, nombre de personnes en réanimation non vaccinées, ce sont des chiffres. Après, les plus extrêmes vous diront, mais ces chiffres sont fabriqués, mais pour la plupart, c'est quand même assez convaincant, quoi. Une dernière question. Oui, à vous. Ouais. Donc, récemment, l'Union européenne a validé le Digital Service Act pour réguler les réseaux sociaux. Le problème, c'est effectivement l'ambiguïté que vous mettiez, et puis la pesée d'intérêt sur qui décide de quoi, quelles sont les méthodes de régulation. Est-ce qu'à votre avis, le Digital Service Act permet d'aller dans le bon sens? Alors, le Digital Service Act va dans le bon sens. La question, c'est... alors, j'ai pas lu encore l'intégralité du truc, donc je peux pas vous détailler. Et puis, c'est difficile de savoir comment il va être implémenté aussi, parce que après, il y a toute une question de coopération avec les grandes plateformes qu'il faut qu'elles respectent ça. Parfois, on donne une mesure qui n'est pas assez coercitive, et donc, du coup, elle n'est pas appliquée. Elle va dans le bon sens, au sens où... notamment d'après ce que j'ai entendu, par exemple, elle distingue les grandes plateformes qui comportent un risque systémique, c'est-à-dire on dit au-delà de tant de millions d'utilisateurs, votre plateforme est considérée comme un espace public, et toutes les lois qui s'appliquent dans l'espace public doivent s'appliquer sur votre plateforme. Donc par exemple, ce genre de choses va vraiment dans le bon sens, parce que ça donne un cadre légal à la régulation d'informations, par exemple l'appel à la haine, etc., sur les grandes plateformes. Est-ce qu'elles sont allées assez loin? Ça, pour moi, c'est un peu trop tôt de le dire. On ne peut pas savoir, ça n'a même pas encore été vraiment appliqué, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience des décideurs sur le rôle de ces grandes plateformes sociales, sur non seulement la circulation d'informations, mais aussi la formation des opinions. C'est-à-dire que avoir un pays qui est divisé parce que la moitié pense qu'il faut faire 2 États comme c'est aux États-Unis, ou un pays où effectivement on a des divergences d'opinion, mais on dit voilà, on va débattre et le meilleur va gagner, c'est pas pareil. Et les réseaux sociaux ont un rôle dans la direction qu'on va prendre. Est-ce qu'on va vers quelque chose de très fragmenté, ou plutôt un truc avec une paix sociale, même s'il y a des divergences. Et là, il faut voir si le Digital Service Act va être suffisant pour réguler cet aspect-là. Ok, merci. Malheureusement, on arrive au terme de cette rencontre. Donc, je vous rappelle le livre Toxic Data. L'auteur va le signer ici pour ceux que ça intéresse. Dans ce livre, vous trouvez tout ce qui a été dit ici, mais plus encore, notamment sur comment je vais pouvoir purger mes 4000 amis à Facebook pour être moins influencé. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, et merci à David Chavel-Arias pour ses propos. Merci beaucoup.